Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf en bande dessinée franco-belge? Eh bien des choses merveilleuses que je vais me faire une joie de vous présenter et que j'attendais depuis très longtemps. Je veux bien sûr parler de l'adaptation en bande dessinée franco-belge de l'œuvre de Edgar Rice Burroughs chez Glénat. L'œuvre de ce géant qu'est Edgar Rice Burroughs, véritable pilier de la science-fiction, moderne, auteur bien notamment de Tarzan, de John Carter, qui a vraiment forgé toute la science-fiction américaine du début du 20e siècle, et qui a une œuvre particulièrement foisonnante que Glénat en fait a décidé d'exploiter dans de nouvelles adaptations en bande dessinée. Cette démarche en fait s'inscrit dans la même volonté de Glénat en fait de ces dernières années, notamment de l'adaptation des nouvelles en fait de Robert Howard sur Conan le Barbare, dont on avait reparlé il y a pas si longtemps que ça. Ils font également la même chose sur l'œuvre de Michael Moorcock avec le personnage de Elric ou Hawkmoon. Donc du coup ces grands piliers vraiment de l'imaginaire et du genre en fait de la science-fiction, de l'aventure, de l'heroic fantasy. Et cette fois-ci, c'est au tour de Burroughs de voir son univers réinventé avec un premier volume pour La Princesse de Mars, du coup qui s'inscrit dans le cycle de John Carter, et le volume aussi Un monde oublié, autre volume d'aventure. Mais on va revenir du coup un petit peu qui est ce bon Edgar Rice Burroughs. Comme je vous l'ai dit, en fait, Edgar Rice Burroughs c'est vraiment un pilier. C'est vraiment toute la science-fiction en fait lui doit pratiquement tout d'Avatar à Star Wars en passant par Dune et 1 milliard d'autres choses. À l'origine, c'est un auteur en fait né à Chicago à la fin du 19e siècle et qui va très vite en fait devoir migrer vers le sud des États-Unis à cause de soucis de santé. Là-bas en fait, il va un petit peu galérer, il est de conditions assez modestes même si il a quand même assez d'argent, et très rapidement en fait lui il est passionné vraiment d'histoire militaire, il veut vraiment devenir un soldat, mais ses soucis de santé en fait vont l'en empêcher et au contraire il va devenir un commerçant. Et alors que il doit un petit peu subvenir à sa vie, qu'il a déjà une petite famille à nourrir, il va tomber sur ces romans populaires, ces pulps, c'est vraiment ces romans de gare qui étaient publiés sur du très mauvais papier et qui donneront plus tard la comic books aux États-Unis, véritable justement vivier de talent auquel on a vu passer beaucoup de grands auteurs, de Arthur C. Clarke à Philip K. Dick, en passant par Ray Bradbury, etc., etc. Toute la crème vraiment de la littérature du XXe siècle est passée par les pulps, en tout cas du début du XXe siècle. Et Burroughs, lui, en fait, il va en lire et il trouve que c'est très mauvais. Et il se dit, si ces mecs-là peuvent le faire, moi également. Et il va du coup, en parallèle de son travail, se mettre à s'atteler à l'écriture de romans d'aventure. Et quelque part, il va un petit peu fantasmer ce que lui, en fait, aurait voulu vivre dans sa vie, sans sa maladie, sans sa condition sociale, dans ses histoires. Et ça va donner lieu, en fait, ça va donner naissance aux personnages, notamment de John Carter of Mars, et de Tarzan, qui sont vraiment deux piliers de la littérature d'aventure, en fait. Et John Carter, on va voir ses aventures, justement, être réinterprétées dans ce volume, La Princesse de Mars, premier volume sur 2, qui adapte en fait le premier roman de Burroughs et qui nous raconte en fait l'histoire de cet ancien soldat confédéré, John Carter, qui après en fait la défaite du Sud durant la guerre de sécession va tenter de renouveler sa richesse en partant à l'aventure et cherchant des mines d'or et autres. Et pendant qu'il est en pleine recherche, qu'il semble avoir trouvé le filon parfait, il va se retrouver projeté sur Mars, sur la grande planète Mars, et du fait de sa condition terrienne, John Carter il a beaucoup plus de capacités que les autres personnages, en fait, les autres personnes qui habitent et vivent sur Mars, parce que oui, Mars est habité par notamment des grandes créatures vertes avec plusieurs bras qui sont particulièrement puissantes, et qui vont en fait un petit peu adopter John Carter avec elle, parce que John Carter il est hyper puissant, il fait des bonds absolument gigantesques, et il est vraiment une véritable force dévastatrice. Et à partir de là, en fait, il va commencer à se hisser dans les sociétés autochtones, va rencontrer la princesse Dejatori, qui est pourchassée par un empire belliqueux et qui souhaite en fait tenter de mener Mars vers un avenir meilleur, et tous les deux vont commencer une véritable aventure et révolution contre ce monde complètement corrompu, et nous proposer vraiment un univers hyper riche, hyper clinquant, passionnant, avec une vraie faune, flore
hyper réfléchi par Burroughs, qui a décidé vraiment de s'inscrire dans du truc en fait fantastique, parce que ça lui permettait de gagner du temps, parce qu'il n'avait pas à se renseigner, au contraire, il pouvait tout sortir de son esprit. Et ça va poser vraiment les bases de tellement de choses. John Carter, c'est la base, mais de la science-fiction, même en règle générale, c'est un des premiers vraiment grands héros de space opéra. Et vous avez peut-être un petit peu découvert le personnage comme moi, avec le film de Andrew Stanton qui était sorti au début des années 2010, qui est malheureusement l'un des plus grands échecs de l'histoire du cinéma, mais qui est, moi je trouve, un film grandiloquent, génial, généreux, qui n'est pas sans défaut, mais qui est vraiment super. Et du coup, c'est au tour de Jean-Damian Morvan et Francesco Biani de réinterpréter en fait cet univers dans cette bande dessinée La Princesse de Mars. Jean-Damian Morvan, c'est pas forcément un manchot, et c'est pas forcément une coïncidence qu'il se retrouve ici, parce qu'il est notamment connu pour sa reprise de Spirou au début des années 2000, qui est plutôt sympa, avec Mounira, si je ne dis pas de bêtises, qui était plutôt cool, un peu manga et tout, mais il est surtout bien connu comme étant l'auteur de la BD Sillage, qui est une grande BD de science-fiction, justement, qui propose des univers aussi hyper intéressants. Donc c'est vraiment, moi je trouve, une excellente idée de le mettre sur John Carter, et le dessinateur Francesco Biagini, que je vous avoue que je découvre ici, alors de base un trait, disons, un peu particulier, qui semble assez, d'un prime abord, simple, mais qui vraiment, je trouve, assez adapté pour cette histoire, et qui réussit à donner à la fois beaucoup de profondeur et de texture à l'univers de John Carter, et beaucoup aussi d'envolées lyriques. Il arrive bien à représenter à la fois les bastons, de montrer vraiment des trucs vraiment qui défoncent, et de retrouver ce souffle vraiment d'aventure, mais en même temps de savoir se poser avec des personnages particulièrement élégants et qui ont vraiment une sacrée gueule. Donc vraiment c'est super cool, John Carter, et moi je me réjouis en fait de voir son univers revivre avec cette bande dessinée. J'espère qu'elle aura vraiment du succès, et que ça donnera beaucoup envie aux gens de découvrir l'univers de Burroughs, parce que en fait un peu la malédiction de John Carter et du cycle de Mars, du coup qui est un ensemble en fait de romans qu'il a écrit sur cet univers, c'est qu'en fait ça a tellement infusé dans la culture populaire, ça a tellement infusé partout, que dès qu'on commence à s'y plonger un petit peu, on a l'impression de revoir des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Mais c'est pas forcément par un manque d'originalité, par du plagiat ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que c'est à la source de tout en fait. Et je vous dis, si vous passez par-dessus en fait ce côté peut-être un peu cliché, parce que de base aussi Burroughs, par sa condition populaire, par sa condition d'auteur formé un petit peu sur le tas, c'est pas quelqu'un qui a forcément un grand propos à nous délivrer, même s'il y a quelques parallèles historiques pas inintéressants à faire dans John Carter, notamment vis-à-vis de l'Ouest sauvage, mais et de la condition des Indiens d'Amérique et tous ces trucs-là. Mais c'est un auteur qui veut nous divertir, veut nous raconter des grandes histoires, veut justement faire des grandes fresques. Et il y arrive vraiment diablement bien avec John Carter. Et l'autre en fait bande dessinée qu'on va retrouver, l'autre première un petit peu bande dessinée de cette nouvelle exploitation que j'espère particulièrement florissante, c'est Un monde oublié, qui est ici du coup un récit peut-être un peu plus classique, qui va s'intéresser du coup à des... en fait ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas... Non, pendant la Première Guerre mondiale, excusez-moi, je dis bêtise, pendant la Première Guerre mondiale, où vous avez des soldats qui vont, à la suite en fait d'un conflit particulièrement meurtrier en fait en mer, se retrouver projetés sur une île dans laquelle des dinosaures sont encore vivants, et qui vont devoir se confronter à cette faune et à cette flore particulièrement hostile à leur égard. Et c'est aussi une superbe histoire d'aventure, vraiment très très cool. Là cette fois-ci c'est scénarisé par un auteur qui s'appelle Korehan, je vous avoue que je sais pas, je ne le connaissais pas, qui réussit plutôt bien à rejouer en fait le côté vraiment pulps de ces histoires, assez simples, mais avec des personnages souvent très bien caractérisés, très forts en gueule et assez marquants. Et c'est dessiné par l'auteur Gabor, qui a un trait particulièrement, je trouve, subtil, et surtout qui joue beaucoup sur beaucoup de détails. En fait, il crée beaucoup de détails dans ses planches, ce qui justement donne beaucoup de vie et de tangibilité à cet univers complètement fantastique. Burroughs, il écrit à la base en fait cette saga un petit peu du monde oublié, alors que Arthur Conan Doyle vient juste de sortir en fait son roman Le Monde Perdu, qui, je vous le rappelle, pareil, un roman qui parle de dinosaures, qui a beaucoup influencé Jurassic Park et beaucoup de trucs. Et oui, le Conan Doyle le Conan Doyle de Sherlock Holmes, évidemment. Donc du coup, Burroughs, il veut avoir du succès, il veut créer des trucs, donc il s'inspire de ce qui sort autour de lui, mais ça l'empêche pas d'être toujours efficace.
Et ça donne vraiment des récits d'aventure hyper bien faits, hyper satisfaisants. C'est vraiment du bon popcorn, comme on le savait le faire à l'époque, et qui vraiment canalise cet esprit pulps en fait, parce que si vous êtes, si vous suivez Original Comics de manière assez régulière, vous êtes forcément amoureux de comic books, de bande dessinée américaine, et le pulp c'est vraiment à l'origine de tout quoi. C'est ça qui va donner à la fois l'aspect un petit peu charmant, peut-être un peu naïf, mais très populaire de ces histoires en fait, et qui les rendent à la fois si grand public, si partageables, mais aussi attachantes, et qui réussissent à nous divertir, nous mettre des étoiles dans les yeux et à nous faire vivre des aventures fantastiques dans des mondes complètement chatoyants et incroyables. Donc moi, Burroughs, depuis que j'ai découvert en fait John Carter, c'est vraiment un auteur qui me fascine. Un auteur qui était un auteur de son temps évidemment, hein, qui n'était pas sans défaut, sans biais sur beaucoup de choses, mais qui avait vraiment comme volonté principale de nous faire vraiment des superbes histoires. Et je vous dis, en fait, il a tellement inventé, il a tellement posé les bases de tellement de choses. C'est une matrice absolument incroyable. Et si on est fan d'histoires populaires, si on est fan justement de ces histoires de genre, c'est vraiment quelqu'un auquel il faut se confronter, c'est quelqu'un qu'il faut découvrir. Et vraiment, ces bandes dessinées sont vraiment un excellent moyen. Moi, je remercie 1000 fois Glénat de prendre le risque, en fait, entre guillemets, de réadapter du Burroughs. Parce que c'est vraiment, moi je trouve salvateur et vraiment chouette. C'est une collection en fait un petit peu à la manière des Conan, qui est gérée par, alors attendez, excusez-moi, je regarde mes notes parce que j'oublie toujours son nom, par Patrice Louinet, le grand Patrice Louinet du coup, qui est un des grands spécialistes mondial de Conan et justement de l'histoire pulps, et qui à la manière des histoires sur sur Conan le barbare, en fait tous les volumes en fait sont précédés d'une préface, enfin d'une postface, excusez-moi, qui retrace en fait l'histoire, disons, éditoriale, l'histoire souterraine derrière la création de ces nouvelles, de ces aventures, et qui reviennent sur la vie de Burroughs, sur le contexte un petit peu historique et tout ça. C'est passionnant, comme d'habitude avec lui. Et donc voilà, c'est vraiment une vraie grande plus-value. Donc voilà, vraiment, moi je vous les conseille. Moi je vous dis, je suis un amoureux de Burroughs, de John Carter. J'espère qu'il y en aura plein, toujours plus, et qu'on se régalera vraiment avec toutes ces géniales histoires d'aventure. Donc moi je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes fan des Conan de Glénat, franchement, ces volumes-là, ils ont rien à leur envier. Et c'est vraiment des univers passionnants à découvrir. Parce que John Carter, il a une grande histoire avec la bande dessinée, hein. C'est pas la première fois qu'on le voit adapté. Les aventures notamment très très connues, c'est les John Carter de Marvel Comics, en fait, dans les années 80, je crois. J'ai un petit doute, dans les années 80, qui avait vu passer bon nombre de grands auteurs, notamment dans Marv Wolfman, Gene Colan, Sal Buscema, Carmine Infantino, etc. J'en oublie sans doute énormément, et qui étaient déjà des histoires super intéressantes, qui avaient été republiées par Néophélis il y a quelques années, donc très très belles éditions en grand format et tout ça. Il nous en reste quelques-unes si ça vous intéresse, elles sont vraiment super cool. Donc voilà, John Carter of Mars et tout, c'est mortel. Et si en fait vous êtes un petit peu intéressé par ces univers-là, par un peu les grands fondateurs de la culture populaire, de ces genres vraiment rois aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous recommander la lecture de l'œuvre de Michael Moorcock, qui est un auteur un petit peu plus tardif. Burroughs, lui, je vous dis, il a surtout écrit au début du XXe siècle, vers 1911-1918. Mais plus tard, il y a aussi eu d'autres géants qui sont venus apporter leur pierre au monde de l'imaginaire. Et Michael Moorcock, lui, en fait évidemment partie, parce que Michael Moorcock, lui, il est plus ou moins considéré comme le deuxième grand auteur de fantasy après Tolkien. C'est l'auteur qui a amené en fait beaucoup plus de noirceur, qui a vraiment apporté, en fait, qui a presque créé la dark fantasy en littérature, notamment en fait avec son personnage le plus connu qui est Elric de Melniboné, mais il a fait plein d'autres trucs super chouettes, qui ont été évidemment adaptés en bande dessinée, vous me voyez venir, notamment dans sa saga la plus connue, Elric, du coup ce personnage complètement tragique, roi d'une île un petit peu magique, d'un peuple extraordinaire, qui va se retrouver confronté à des choses particulièrement horribles, qui va devoir aller combattre et mener des guerres, qui va être corrompu par son épée, et qui va vivre des trucs vraiment super chouettes.
Cette saga-là, en fait, toutes les sagas d'Elric avaient été adaptées en bande dessinée dans les années 80 par Roy Thomas, le grand Roy Thomas, auteur de Conan, des Avengers et de 1 milliard de trucs, avec l'aide notamment de l'auteur P. Greg Russell, le légendaire P. Greg Russell, qui nous a pareil livré 1 milliard de trucs gigantesques, un des meilleurs amis de Neil Gaiman, qui a fait la plupart des adaptations des BD de Neil Gaiman en comics, qui a travaillé sur Sandman, qui a fait plein de trucs, American Gods, etc., Coraline, j'en oublie plein. Il a fait aussi Killraven, le superbe Killraven chez Marvel Comics dans les années 70. Une sorte de suite de la guerre des mondes et de ça qui était ressorti en intégral chez Panini Comics, mais je m'égare. Mais voilà, du coup, les premières aventures en fait de Elric en comics étaient ressorties en fait chez Delirium il y a quelques temps maintenant. En tout cas, ils ont commencé à les ressortir et pareil, c'est vraiment super chouette. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez Berserk par exemple, c'est des trucs super cool vraiment à les lire. C'est les premiers trucs, donc évidemment, ça va pas forcément aussi loin que des choses plus modernes, mais Moorcock, il a une plume mais sublime, il a des idées aussi incroyables, et vraiment, ouais, c'est vraiment super chouette. Et moi, je ne peux pas m'empêcher également de vous recommander, moi, mon petit chouchou chez Moorcock, qui est Corum, les Chroniques de Corum, qui ont été éditées cette fois-ci chez Delcourt il y a quelques temps. Du coup, qui est un des tout premiers travaux de Mike Mignola, le créateur d'Able, s'il vous plaît, scénarisé par Mike Baron, scénariste de Nexus également, chez Delirium. Et en gros, Corum, c'est ça fait partie en fait des personnages que Moorcock a développés, qui s'inscrit beaucoup plus dans quelque chose de plus positif et un peu plus lumineux, même si on reste un peu dans la dark fantasy, et qui est pareillement en fait à Elric, une sorte de guerrier qui fait partie d'une race particulièrement puissante, qui a notamment la capacité en fait de switcher entre différentes réalités, et qui, à cause en fait de leur toute puissance, va être exterminé par une bande de barbares. Et Corum, lui, va être le seul à en réchapper et va chercher un petit peu du coup à se venger. Et pour cela, il est prêt à pactiser avec des forces particulièrement démoniaques et puissantes. Et à partir du coup sur des chemins particulièrement bien sombres, et c'est vraiment trop bien. Corum, c'est vraiment de la grande fantasy, comme on n'en fait plus, j'ai envie de vous dire, même si on fait encore de la bonne fantasy, hein, vous me voyez venir, mais c'est vraiment super cool. Le personnage est hyper attachant, l'univers visuel développé par Mike Mignola tue sa mère. En plus, c'est, si je dis pas de bêtises, ancré par Kelly Jones, qui est aussi un auteur de grand talent. Donc voilà, Moorcock aussi, vraiment super cool. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup trop long, mais moi c'est des choses qui me passionnent, et donc que j'ai envie vraiment de vous partager, parce que c'est vraiment super chouette, qu'il y ait des choses beaucoup plus sur le côté, un peu moins connues, qui sont vraiment surtout l'apanage des grands amateurs, mais vraiment allez les découvrir, parce que c'est des histoires hyper marquantes et qui sont très enrichissantes, surtout si on s'intéresse en fait à l'histoire de ces genres, si on s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée, de la fiction et tout ça, c'est des passages obligés. Et même si ça date un petit peu maintenant, je vous dis Moorcock c'est assez 70, Burroughs c'est le début du siècle et tout ça, mais ça a une énergie folle, et tout est là, quoi, tout est inventé à ce moment-là, c'est incroyable. C'est comme aller regarder, je sais pas, un film de Scorsese et voir le cinéma s'écrire sous vos yeux, quoi, ou du David Lean, ou Laurence d'Arabie, ou des trucs comme ça, quoi. C'est presque un devoir de mémoire, mais qui, une fois qu'on s'est bien plongé dedans, mais qu'est-ce que c'est génial, quoi. Donc je vous dis, je vais pas forcément vous embêter beaucoup plus longtemps avec tout ça, mais voilà, sachez que Edgar Rice Burroughs est de retour, Burroughs is back, pour toutes ces magnifiques bandes dessinées. Et encore une fois, je remercie et félicite Glénat pour nous apporter ça, et j'espère que ça aura un grand succès pour qu'on puisse continuer à voir des grands classiques de la littérature de genre ressortir sous des très belles bandes dessinées, et surtout qu'on voit peut-être une nouvelle popularité pour l'œuvre de Burroughs. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux. Si vous voulez retrouver tout ça, c'est évidemment dans le descriptif de la vidéo que ça se passe, où on en rendant visite aux 40 rue La Cépède à Paris. Je vous promets qu'on a tout ça et qu'on pourra philosopher des heures en parlant de tout ça. Moi, ça me passionne, et j'espère que vous aussi. En tout cas, j'espère que ça va vous passionner. Donc voilà, vraiment, jetez-vous dessus. C'est mortel. Moi, j'adore. Je vais arrêter avec les superlatifs. Je pense qu'il y en a trop. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous laisser
bien des petits commentaires pour vous dire tout ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous, c'est déjà des choses auxquelles vous vous êtes peut-être attaché? Est-ce que vous avez déjà lu ces bandes dessinées de l'univers de Edgar Rice Burroughs? Moi, ça m'intéresse beaucoup. De nous dire aussi peut-être si ce format de vidéo un peu plus sur le côté qui présente autre chose que du comics classique, ça vous intéresse. Si peut-être des émissions un peu rétrospectives sur des grandes fresques comme ça, peut-être que ça, vous aimeriez bien en voir. En tout cas, moi, ça m'intéresse de le savoir et de partager toute cette grande passion avec vous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.